Petit coup de barre, c'est la période où tout le monde rentre malade, mais vous inquiétez pas, on est là quand même. On va parler de pas mal de sujets autour des fondamentaux. On va aussi faire le point sur l'analyse technique avec un marché qui a pas trop bougé, je dirais. Voilà, je trouve qu'on a quand même des choses assez intéressantes, on a des bons éléments. Mais quand je vois BTC à 17, 16, 15 ou même 12, moi, tout ce que j'ai en stable, je le mets en investissement et je garde vraiment le minimum pour trader. Donc évidemment, ça m'empêche pas de trader et d'avoir quand même un bon bag de stable pour pouvoir trader avec. Parce qu'aujourd'hui, je trade pas avec du collatéral style Bitcoin, Ethereum, etc. Mais sinon, sur le reste, moi, je mets tout en BTC, Ethereum, BNB, Atom, tous ces coins-là parce que voilà, moi j'ai la conviction que d'ici 1 ou 2 ans, ça remontera. Alors peut-être que voilà, les gens se disent ah il est désespéré, etc. Moi juste je crois en ce marché-là et je pense que l'argent que j'investis aujourd'hui vaudra probablement plus cher. Moi, ce sera une plus grosse somme d'ici 1 ou 2 ans en fait. Donc voilà. Après c'est les convictions de chacun. J'appelle pas les gens à faire la même chose que moi. BlackRock qui prévoit une big récession, bah en fait, t'as même Larry Finch qui nous disait, je crois que c'est ça, hein, Larry Finch, le CEO, qui disait que c'est la fin de la mondialisation. Bah en fait, c'est ça, hein, c'est que tout le monde y va de sa petite explication. Effectivement, il y a un virage assez impressionnant d'un point de vue géopolitique qui se fait avec la mise en place du BRICS, tu sais, la monnaie qui va concurrencer le dollar. Les US se sentent un peu menacés vis-à-vis du dollar aussi, c'est pour ça qu'ils foutent la merde un petit peu partout. On l'a vu hein, avec l'euro qui a décroché. La vraie question à se poser, c'est pas tellement la récession et compagnie, c'est comment, pour parler de l'Europe, comment l'Europe va gérer son hiver, son énergie. On va digérer un peu les chiffres de l'inflation et on va voir s'il y a du mieux, mais je pense qu'on va passer un hiver un peu chiant. Puis après, il va bien falloir que ça reparte. Moi, je suis pas trop partisan du monde va s'écrouler, c'est la big récession, etc. Peut-être, hein. Mais bon, c'est un peu toujours pareil. 2008, c'était la fin du monde. Covid, c'est la fin du monde. Là, est-ce que ce sera la fin du monde Pas forcément. Puis On après, a de toute quand même façon, eu, soit t'es en plein dessus. eu le droit à Aurore Laluc hein, cette semaine. Hein. Vraiment, d'habitude, j'essaye de me dire, ouais, non, Léo, arrête, tous les gens la critiquent, ça se trouve, on l'écoute pas assez, on n'écoute pas assez ce qu'elle dit, peut-être qu'on prend juste des citations, on est trop méchant et tout. Du coup, en fait, il y a eu une intervention entre Claire Balva et elle, Aurore Laluc. Je me suis dit, je vais écouter, comme ça, je vais pas être mauvaise langue, je serai vraiment informé, il y aura pas de, ouais, tu critiques sans savoir. Et franchement, je l'ai écouté, c'était catastrophique. J'ai rarement vu ça, en fait. Je ne sais même pas comment on peut être, c'est quoi, les députées européennes? Elle est quoi exactement? Ouais, ouais, je crois qu'elle est députée européenne et puis sinon elle est. Je sais Et pas si elle est dans un parti de gauche en France, mais c'est possible. je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est catastrophique. Elle est dans le complot en fait parce qu'elle est en mode ouais les cryptos vous créez des problèmes pour qu'au final vous nous vendiez des solutions comme Ledger. Tout allait bien avant les cryptos ne servent à rien. Oui bon, Bah, on moi n'oublie je pas l'ai. 2008, on n'oublie pas toutes les banques qui se sont fait sauver le cul par l'État. Si l'État n'était pas là pour leur sauver le cul, je pense que les critiques sur les banques pleuvraient encore plus. Je pense que permettre aux gens d'avoir la possession de leur cash, d'être voilà un peu plus autonome, ne pas dépendre de tiers comme des banques, etc. C'est une utilité sociale qui est immense en fait. Moi je suis plus dans la thèse de. Elle veut juste faire parler d'elle ou elle est bête, elle sait pas ce qu'elle raconte. Elle sait très bien ce qu'elle raconte. Elle a un agenda à respecter, elle a des gens avec elle et au-dessus d'elle qui lui donnent des ordres. Il faut forcément défendre une idéologie et ce sera pas Christine Lagarde qui va le faire. Ce sera pas Macron qui va le faire. Ça va être des pantins comme ça. Mais à la fin, elle va prendre son pot de vin, elle va prendre sa place dans je ne sais quelle entreprise privée, elle va croquer. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et vous verrez, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans 1 an, peut-être pas dans 2 ans, mais elle sait très bien ce qu'elle fait. Toute personne qui a échangé avec Aurore de manière rationnelle te dira je ne parle pas à quelqu'un de rationnel. Elle sait qu'elle raconte connerie sur connerie sur connerie, mais elle en rajoute, elle en rajoute, elle en rajoute. Elle entretient un poncif en fait parce que t'as des gens qui ont le même poncif qu'elle. Par exemple, les cryptos, ça pollue, ça nourrit le terrorisme, machin, toutes les conneries que tu veux. Et c'est ça qu'elle entretient. Elle est dans un rôle, exactement. Bah, Et c'est comme elle, Christine Lagarde au final, parce que Christine Lagarde, je pense que c'est une femme qui est très intelligente, mais juste qui a décidé de raconter une vision, en tout cas une partie de l'histoire, quoi. voilà, on peut passer à la technique en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé sur BTC, Ethereum? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai refait tous mes graphiques. Donc vraiment, je suis parti de la plus grosse échelle, donc du mensuel, pour derrière redescendre sur le weekly, donc l'hebdomadaire, et ensuite le daily. Donc qu'est-ce qu'on voit sur BTC en mensuel? Bah, on voit simplement qu'on a eu un très beau support autour des 19 695, qui globalement correspondent au dernier ATH qu'on avait réalisé ici en 2018-2017. Donc voilà, si on est en ce niveau-là, bah, on est exactement à ce niveau-là. Donc on voit que bah, vraiment en mensuel, on n'a pas arrêté de clôture au-dessus
au-dessus de ce niveau-là avant de le perforer et maintenant de clôturer sous. On voit que d'un point de vue purement mensuel, on a très peu de niveaux qui sont intéressants avant les 13 700. Donc sur le weekly, on a à peu près la même chose qu'en mensuel. Sauf qu'on a un niveau qui est intermédiaire, qui est celui notamment des 16 600. Mais on voit que tout ce qui se passe en dessous de 16 200, c'est exactement là où on a justement des rachats. Et concrètement, sous les 16 200, tout est racheté. On a vraiment des gens qui essayent de défendre ce prix-là. Donc un niveau qui est bien défendu. Moi, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on aille probablement poker ce niveau ici autour des 17 500 pour aller chercher le premier arrêt. S'il est défendu, alors probablement poursuivre cette baisse et casser ce bottom-là. Par contre, si justement on n'arrive pas à défendre ce premier arrêt donc de cette tendance baissière, donc des 38% de retracement de toute cette baisse ici récente, à ce moment-là, les chances qu'on aille chercher les 61 à 78% de retracement de cette baisse sont assez hautes. Donc si on va chercher cette zone ici, on va chercher un cluster de résistance qui est énorme. Si j'étais bull, je voudrais voir cette zone totalement se faire perforer et qu'on fasse des clôtures rapidement au-dessus des 21 100 pour que derrière on réutilise toute cette zone ici tout simplement en tant que support et que on reclaim ce support mensuel et ce support hebdomadaire. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un prix qui continue à faire des creux de plus en plus haut et qui casse véritablement des résistances. Et pour l'instant, on a un rebond, on casse des petites résistances horaires, 4 heures, mais pas de grosses résistances daily. Donc voilà. Sur Ethereum, c'est un peu plus cool dans le sens où sur Ethereum, en fait, on a tout simplement gardé le bottom précédent. Dire qu'en juillet, on a établi un bottom. Là, on a tout simplement fait un bottom plus haut que le précédent. C'est justement le niveau des 1270. Pourquoi le niveau des 1270? Je pense que tu le vois assez bien, Capet. C'est une zone qui nous a servi de résistance ici, de support ici, de résistance au retest, et maintenant qui nous sert de support. Et pour moi, tant qu'on évolue au-dessus, je suis assez optimiste parce que tant qu'on évolue au-dessus, on aura cassé une résistance weekly et on a tout simplement la possibilité d'aller chercher plus haut, notamment la reload zone. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de raison d'être méga pessimiste tant qu'on se maintient au-dessus des 1270. 1250. Si le prix repasse en dessous, à ce moment-là, je serais assez pessimiste. Pourquoi? Parce que les probabilités d'aller faire un nouveau bottom et donc un lower low sont assez importantes. Pour moi, l'idéal, ce serait qu'on maintienne cette consolidation et qu'on casse vers le haut. Donc pour moi, tant qu'on tient la zone des 1250, je pense qu'on peut facilement pousser en reload zone de la dernière baisse. Elle se situe autour des 1440 voire 1500 $. Écoute, je te propose, Léo, qu'on enchaîne sur la partie actu, Fonda, etc. T'as vu ce commentaire? S'il te plaît, Léo, tu penses quoi du chute de Enfin, on en parle après ou on en parle maintenant? On peut en parler maintenant, c'est un super message. Si j'ai bien compris, le Proof of Reserve de Binance c'est incomplet parce qu'il n'y a que les positions en Bitcoin et en plus de ça, en face de ça, on n'a pas les liabilities, c'est-à-dire la dette. Donc ça fait un peu léger. Sisi a dit on prête de l'argent à personne ou on n'a pas de dette ou... Enfin, on emprunte à personne en gros de ce que je comprends. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as Jesse Powell, le CEO de Kraken, qui a dit, en fait, qui en a pas parlé directement, mais qui a fait un indirect via un tweet en disant, genre c'est de la merde, on peut pas leur faire confiance. Mais pas en citant Sisi, tu vois. Genre c'est du journaliste de merde de publier uniquement les proof of reserve et de pas mettre les choses en perspective, quoi. Ouais. Un autre proof of reserve trompeur publié aujourd'hui. Il n'y a pas de processus cohérent dans les échanges. Encore une fois, un processus s'éloigne des spécifications. Actif interchangeable, solde négatif inclus, pas de signature, Ouais, c'est des trucs qui sont incomplets. Je peux comprendre. Après, c'est sûr que tu peux toujours faire mieux. Et si tu veux faire les choses correctement pour établir la confiance, autant faire les choses correctement du départ que de faire un truc partiel avec un seul auditeur, avec une certaine classe d'actifs, avec des données manquantes, etc., etc. Mais en fait, pour moi, encore une fois, Jesse Powell, genre, je sais pas trop quoi penser de lui. Dans tous les cas, je ferai jamais confiance vraiment à quelqu'un après ce qui s'est passé avec SBF. Mais pour moi, Kraken ont un des systèmes les plus solides et tout le monde devrait être au même standard que Kraken, tu vois. T'as quand même un truc qui te permet d'avoir, c'est quoi? T'as une proof of reserve par rapport à tes fonds à toi et pas par rapport aux fonds de la plateforme, en fait. Ça check de manière cryptographique s'il y a bien les fonds équivalents derrière ton compte qui sont bien alloués, etc. Non, il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Mais je pense que là aussi, tu peux toujours magouiller. En fait, le problème, c'est que si tu veux vraiment faire les choses carrées de chez carré, il faut des proof of reserve sur absolument tous les actifs que tu proposes sur ta plateforme. Il faut que tu mettes en place effectivement un mécanisme pour les gens qui sont sur ta plateforme. Il faudrait idéalement que tu aies des professionnels du Proof of Reserve et de la liability qui ne sont pas engagés par toi, mais qui potentiellement bossent avec tout le monde et qui aient plusieurs entreprises différentes pour que tu aies plusieurs cordes
Que t'aies pas une entreprise qui bosse avec tout le monde et qui soit au final corrompue par tout le monde, mais différentes entreprises qui potentiellement puissent se challenger pour pouvoir augmenter le niveau de sûreté, tu vois, par rapport à l'audit. Mais tout ça, ça met du temps. Ça demande des process, ça demande des standards, ça demande des contrats, de la transparence. Et clairement, il faudrait le faire. Mais il y a encore du taf. Et d'ailleurs, on parle de Coinbase maintenant. Intensification de la guerre des stablecoins. Switch to a trusted stablecoin. C'est quand même... Ça veut dire déjà que l'USDT, c'est bancal. On en a déjà parlé dans les lives précédents. Effectivement, l'USDT, c'est des bancals dans le sens où trust me bro, les audits, c'est du vent. Il n'y a rien d'audité derrière. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que USDT, c'est vraiment le standard pour tout le monde, tu vois, d'un point de vue trading, d'un point de vue, etc. Et que c'est assez strong, tu vois, USDT, dans le fait que ça a été assez résilient à toutes les attaques qu'il y a eu. Mais d'un point de vue preuve d'à quel point c'est fiable, tu vois, c'est résilient, mais je sais pas s'il y a vraiment des moi, je vous dis, j'ai pas pensé ces documents-là. Je vais pas, pour garder position, dire ouais, c'est de la merde, machin. Aujourd'hui, t'as quand même un changement de situation où t'as Coinbase qui propose d'aller switch sur du USDC. Tu as Binance qui propose d'aller sur le BUSD qui est émis par Paxos. Donc ça, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là pour les autres émissions. Le BUSD de Binance, il n'est pas émis par Binance. Il n'y a que Binance dans le nom, mais sinon, c'est Paxos derrière. Après, au moins, t'as la... Enfin, pour moi, Coinbase, t'es tranquille, quoi, dans ta tête. Pour moi, c'est le plus propre. Après, jamais dire jamais avec ce qu'on a vu. Ensuite, on a Ledger qui annonce son nouveau produit, le Ledger Stacks. On va aller directement sur la fiche produit. Ça a été fait par le créateur de l'iPod et le co-créateur de l'iPhone au niveau du design, j'entends. Et donc, c'est un appareil électronique qui fait la taille d'une carte de crédit, qui coûte assez cher, hein, on parle de 270$. Il n'est pas encore dispo, il est seulement dispo en précommande. Et sur lequel vous allez pouvoir interagir avec la blockchain pour pouvoir faire des transactions, comme un Ledger, type Ledger Nano S, etc. Donc, c'est un produit qui est beau gosse, qui s'adresse pas à tout le monde de par son prix. Mais en tout cas, c'est une première étape, je pense, pour la démocratisation, parce que c'est vrai que ça fait quand même moins peur qu'une clé USB. C'est un truc que tu peux facilement flex. Moi, personnellement, mon opinion là-dessus, c'est que le Stacks, en gros, il va avoir vocation à remplacer absolument tous les ledgers qui existent. Parce qu'il existe actuellement et qu'ils ont encore beaucoup de stock de Nano S Plus et de Nano X et qu'ils n'ont pas envie de faire en sorte qu'ils perdent toute leur valeur, ils vont attendre d'écouler tout leur stock, d'arrêter de produire, je sais pas, dans quelques années les Nano, et ensuite de remplacer full Stacks avec un Stacks qui aura divisé par 2 de prix ou qui aura fait moins 40%. Ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, c'est une première étape. Déjà, pour l'écran, il est en noir et blanc. Si vous pouvez fusionner vos NFT, mais vous pouvez pas les voir en couleur. C'est un design fait sur mesure. Donc il y a de la R&D, il y a de la propriété intellectuelle aussi, parce que quand tu peux déjà dans tes communiqués dire ouais, c'est le cofondateur de l'iPod, enfin le fondateur de l'iPod, cofondateur de l'iPhone qui s'en est occupé, je pense que ça a un prix, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut rentrer dans ces frais. Je pense qu'ils vont tâter le terrain, voir à quel point ça se vend pour savoir s'il faut casser les prix très rapidement ou pas. Ensuite, on a Renault. Renault va lancer sa première collection de NFT. La collection de NFT va être dédiée au modèle R5 de Renault. Il va y avoir un total de un petit peu moins de 2000 NFT, 1972, donc en clin d'œil à l'année de lancement du modèle R5 de Renault, qui est un modèle assez mythique de la marque. Donc en fait, le fait de posséder ce NFT vous permet d'avoir accès à différents types d'événements, tester des voitures qui sont à la base dédiées aux professionnels, visiter des lieux privés qui n'ont jamais été ouverts au grand public, et faire des rencontres avec le nom. Donc là, littéralement, on est un peu dans ce délire fan club, fan de la marque Renault, tu possèdes le NFT surtout pour avoir accès à ces petits avantages par rapport à Renault. Donc c'est très niche, mais voilà, je tenais à vous en parler rapidement parce que ça fait plaisir d'avoir une grosse marque française qui se lance dans l'aventure Web3 avec une collection NFT. On va vous laisser en tout cas les gars. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup Léo d'avoir tenu même si t'es malade comme un chien. Bonne soirée. Tchuss.